Bonjour à toutes et à tous. Ravie de vous accueillir ici sur le salon Entreprendre dans l'Ouest. Nous sommes ensemble pour quelques instants, 3/4 d'heure ensemble en l'occurrence, sur la thématique communication, les outils incontournables à privilégier pour booster votre entreprise. Nous sommes deux avec Julien. On va prendre quelques temps pour se présenter rapidement. L'idée, c'est du coup de vous partager sur cet atelier des outils. Julien a une spécialité en vidéo et moi en accompagnement sur le positionnement et l'identité de marque. Donc on a découpé cet atelier ainsi. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir dédier 15 minutes avant la fin, donc vers 10 heures, à des questions-réponses. Notre atelier va traiter du coup des outils de communication indispensables pour faire connaître votre entreprise et développer votre activité. Moi, je vais traiter du coup les sujets des fondamentaux de la marque, de la plateforme de marque. Et Julien, la vidéo dans votre communication, les différents formats de vidéo, un petit temps de conclusion et donc les questions-réponses. Je vais juste me présenter quelques secondes. Je m'appelle Yasmina Oué, je suis consultante en communication et marketing. Ça fait 6 ans que j'ai lancé mon entreprise et j'accompagne les TPE, PME sur des sujets en particulier tactiques, stratégiques. Et ce sujet de la marque, du positionnement, de l'identité, c'est un peu mon dada. Et je suis aussi, on peut le dire ainsi, chef d'orchestre, parce que quand la partition a commencé à être écrite, il faut la jouer. Et pour ce faire, j'ai des partenaires. Je travaille du coup avec des équipes. Julien, par exemple, on pourrait travailler ensemble sur de la vidéo avec des graphistes, photographes, web designers, etc. Donc ça, c'est ma partie. Julien, je te laisse te présenter quelques instants. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Julien Possino et j'ai créé en 2021 une agence de production vidéo. Donc nous on s'occupe vraiment de créer des vidéos donc pour les entreprises et de les accompagner en fait vraiment du début à la fin. Et puis même chose, on travaille souvent en partenariat avec des agences qui peuvent nous aider en fait à bien comprendre aussi les besoins de l'entreprise pour mieux y répondre en vidéo. Donc voilà. C'est parti. Donc j'imagine que sur ce sujet des outils de communication, vous avez plein d'idées. Nous aussi, on en avait plein. Mais du coup, on a dû rester focus. Et on s'est dit qu'un des premiers points pour travailler sa communication et déployer tous ces outils, ce sont les fondamentaux de la marque. Ça, c'est une infographie qui m'aide en fait à comprendre les différents fondamentaux. Je vous la partage parce qu'elle fait assez sens. Le premier pilier qui est manager la marque, donc c'est souvent là-dessus que j'interviens particulièrement. La plateforme de marque, en fait, votre entreprise, quand vous la créez, quand vous l'imaginez, quand vous avez envie d'en parler, spontanément, souvent, vous allez passer par ce partage effectivement de vision, mission, ambition, valeur. La plateforme de marque, c'est un nom, mais c'est aussi, je vais le dérouler un petit peu après, un véritable outil, puisque souvent, quand on travaille sur ce sujet-là, on produit un document qui devient aussi un référentiel pour toutes les équipes comme et marketing. Le deuxième pilier, qui est inspirer la création, c'est le pilier référentiel créatif. Là-dessus, on fait référence au logo, évidemment, mais pas que. C'est tout les couleurs, les images, les signes, les typographies, les formes qui vont aussi permettre d'identifier et de reconnaître votre marque, votre entreprise, vos prises de parole. Et le troisième pilier, dynamiser l'expression, c'est ce qui est le référentiel éditorial. Ah oui, je vous vois prendre des notes. Ce document sera disponible en replay. Enfin, vous pourrez aussi prendre le temps. Donc le troisième pilier, dynamiser l'expression, référentiel éditorial. Ça va être tout ce travail effectivement sur les messages clés, la charte de langage, le plan éditorial, les stratégiques. Ça, ce sont les fondamentaux de la marque. Et si je reviens sur ce premier pilier, la plateforme de marque,
Je ne sais pas si vous avez entendu parler du cercle d'or, mais c'est un axe qui nous permet effectivement de rester un peu focus dans ce déroulé. Quand j'accompagne des dirigeants, en fait, on va effectivement assez facilement répondre à qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on produit, qu'est-ce qu'on délivre comme service, comme accompagnement. Le comment n'est pas trop compliqué non plus à définir, quoique l'enjeu sur le comment, c'est vos axes de différenciation. Quels sont votre positionnement différenciant, qu'est-ce qui fait que ça sera vous et pas un autre possiblement. Et le pourquoi, le fameux why, c'est la raison d'être de votre entreprise. Et là, souvent, quand on est tout seul à essayer de réfléchir à ce point-là, c'est peu évident. C'est possible, mais en même temps, c'est peu évident. Le fameux pourquoi. Si je redéroule un petit peu tout cela, il y a quelques questions, quelques points clés qui sont l'identité, la mission, la vision, les valeurs et la promesse. Alors j'ai envie de dire que justement cette identité, elle va se traduire, comme je l'ai montré tout à l'heure, de différentes manières à travers une identité de marque, c'est du contenu éditorial, ce sont des vidéos, des images, etc. Et effectivement, on a en ce sens l'envie de partager, en tout cas de se faire découvrir d'une certaine manière. Et cette vision, c'est aussi, nous en tant qu'entrepreneurs, entrepreneuses, parfois on se dit ok, on se lance, on teste, et puis parfois on a quand même envie de voir grand, d'être ambitieux et ambitieuse au sens de croire en ses rêves et ses compétences. Et cette vision, ce vers quoi on tend, c'est peut-être pas immédiat, c'est peut-être dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, possiblement 20 ans. D'ailleurs, à l'échelle d'une boîte qui tourne au moins 10 ans, qu'est-ce que c'est que 2 mois ou 6 mois? En tout cas, cette vision, c'est une manière aussi de se projeter et de viser des objectifs. Et de fait, notre marque, notre identité, ce qu'on veut faire de notre entreprise peut être jalonné aussi dans le temps avec ces objectifs à viser. Et puis les valeurs, ce que nous défendons, ce qui nous tient à cœur, c'est ce qui se partage également. La promesse, c'est quelle est notre valeur ajoutée, en quoi sommes-nous uniques pour nos clients. J'aime en fait à dire, je l'ai dit hier aussi en atelier, c'est que ce n'est pas nous qui achetons, c'est notre client qui... ce n'est pas nous qui vendons, c'est notre client qui achète. Donc on peut... je trouve qu'elle résonne assez bien cette phrase. J'espère qu'elle résonne aussi chez vous. Mais cette fameuse plateforme de marque, en fait, c'est ce qui permet de donner de la cohérence à votre communication. Quand il y a une dissonance entre une prise de parole, une manière de communiquer et ce qui est proposé, du coup, nous, on adhère moins facilement en tant qu'acheteur. En tant qu'acheteur, il y a quelque chose qui fait sens quand cette communication est cohérente. Quand je dis cela, ça veut dire que votre entreprise, que ce soit sur votre site internet, votre plaquette, vos flyers, vos réseaux sociaux, si quelqu'un ou même en rencontre directe, si quelqu'un découvre votre entreprise, c'est plutôt agréable de découvrir aussi l'entreprise dans ce chemin-là, que ce soit du site web aux réseaux sociaux, avec cette cohérence globale. Et cette fameuse plateforme de marque en tant qu'outil, c'est parce qu'elle est importante, parce qu'en fait, elle permet de structurer la réflexion, de guider les actions, de cadrer et renforcer, et aussi justement, comme elle se partage, quand on est sur des actions de communication où on fait appel en fait à des partenaires prestataires, c'est comme un socle solide sur lequel on peut s'appuyer pour que chacun collabore et fonctionne avec un objectif commun de servir effectivement vous, clients, entrepreneuses, entrepreneurs, mais aussi à l'attention des prospects et clients. Cette plateforme de marque permet de faire sens et de trouver de la cohérence. Je vous ai mis un petit exemple parlant. Quand on parle du coup de vision, mission, promesse, valeur et style, chez Evian, par exemple, ça va se traduire par une vision, la santé par l'eau, une mission, le bien-être, une promesse, source de jeunesse, un style, minéral épuré, les Alpes,
et des valeurs, la pureté et le naturel. Je vous invite à vous prêter à cet exercice pour votre entreprise. Peut-être pas là, maintenant, mais dans quelques temps. C'est pas si simple. Et en même temps, c'est assez précieux. Je trouve que ça jalonne un peu et ça nous aide en fait à structurer et à formaliser les choses. Alors j'ai marqué auto-question-réponse parce qu'en fait, je suis un peu convaincue que la plateforme de marque est importante. Mais pourquoi est-ce que c'est un document de référence? C'est ce que j'exprime, c'est pour du coup viser une cohérence globale, avoir un socle solide, un peu comme des racines en fait. Et du coup, ça va se déployer et se partager. Est-ce que c'est possible de travailler ce document de référence au début de son activité? Oui. De le faire évoluer également. Parce que les choses ne sont pas toujours figées. Et c'est parfois quand on va à la rencontre de nos clients ou de ceux auprès desquels on aimerait travailler qu'on se rend compte qu'il y a des éléments qui doivent un petit peu s'ajuster. Mais la plateforme de marque, c'est un petit peu comme un ADN, comme votre ADN. Donc, il évolue peu, parce que souvent, ce que vous avez à cœur est là déjà depuis longtemps. Mais en tout cas, oui, il est possible de le travailler au début, et il est aussi possible de le travailler avec un peu de vie d'entreprise. Est-ce que c'est possible de le faire en plusieurs temps? Aussi. Parfois, il y a des valeurs, des missions qui sont assez claires, et puis en fait, il y a besoin de tester en mode test and learn. On apprend, on teste, on pivote. Donc oui, il est possible de le faire en plusieurs temps, ce document. Enfin, est-ce que travailler sa vision d'entreprise s'intègre à cet outil? Oui, un grand oui. Vous êtes ambitieux, vous avez des envies quand vous êtes porteur de projet, que vous avez commencé, vous avez déjà quelques années derrière vous d'entrepreneuriat. Cette vision, elle vous motive et elle vous donne aussi de l'élan. Et parfois, parce que l'entrepreneuriat, ce sont des montagnes russes, et parfois, quand on revient un peu sur notre vision, ce qui nous a toujours animés, ça nous donne aussi des petits coups de boost et de positif. Et comment ça se traduit concrètement en termes de communication, cette plateforme de marque? En fait, c'est ce qu'on va notamment voir avec Julien. Et en tout cas, effectivement, concrètement, c'est un outil qui se déploie en interne auprès des équipes, parce que ça se partage, qu'on soit une petite boîte ou une plus grande. Des fois, ça se partage avec soi-même quand on est en solopreneur. En tout cas, ça se partage en interne. La culture d'entreprise, elle se base aussi là-dessus. Et en externe, pour asseoir son positionnement. Et là, je vais laisser la parole à Julien sur ce volet plus de la vidéo, qui est un des outils qui permet cela. Merci. Alors effectivement, ce que vient de dire Yasmina, ça s'intègre totalement pour nous dans la vidéo. Parce que du coup, il faut pouvoir vous identifier. Vous avez tous déjà vu une pub à la télé ou sur Internet où en un seul coup d'œil, vous avez identifié la marque. Sans même qu'il y ait le logo, vous savez déjà qui c'est. Et une fois que vous avez réussi ça, vraiment vous avez réussi. Et tout ça, c'est important grâce à la plateforme de marque. Je vais vous donner là 5 raisons d'utiliser la vidéo dans sa communication. Il y en a plein d'autres. J'ai décidé d'en choisir 5. Donc là, je vais vous les lister et puis après, je vais vous les présenter une à une. Donc, l'augmentation du taux d'engagement, booster sa notoriété, augmenter ses ventes, le bon message et améliorer son SEO. Augmenter son taux d'engagement. Donc la vidéo, ça suscite de l'engagement. Il y a des chiffres, plus 1200% de partage en plus que le texte ou l'image. C'est-à-dire qu'on reste déjà plus longtemps sur une vidéo et on la partage bien plus. Vous avez déjà tous dû le faire sur Instagram, sur TikTok, peu importe. Vous partagez les vidéos que vous appréciez. La vidéo fait réagir et peut être virale. Exemple, TikTok par exemple. En une seule vidéo, vous pouvez faire des millions de vues. Votre marque peut être connue d'un coup, énormément et partout. C'est plus distrayant et agréable que de lire du texte. Aujourd'hui, on le voit bien, le temps d'attention est de plus en plus faible. Donc de la vidéo, par exemple, sur la vidéo virale, ça marche très très bien. Ça permet aussi de booster sa notoriété. Il y a une multiplication des supports de diffusion, parce que vous pouvez diffuser donc sur TikTok, sur Instagram, sur Snapchat, sur YouTube, sur votre site internet. Vous pouvez être partout. La seule chose, c'est qu'il faut adapter votre message et le type de vidéo à chaque réseau. Par exemple, sur TikTok, vous allez montrer les coulisses de votre entreprise.
Vaut mieux montrer, nous par exemple en vidéo, vaut mieux montrer comment on a créé une réalisation que de montrer la réalisation. Là, sur ce réseau-là, c'est ce qui intéresse. Les réels, c'est un petit peu plus propre. Snapchat, c'est un petit peu différent. Et sur YouTube, c'est plus du contenu long. Là, vous allez pouvoir présenter et vraiment avoir beaucoup plus de contenu. Le storytelling, ça permet de raconter son histoire. C'est important en vidéo parce que vous pouvez avoir un ton, un style et vraiment dire tout ce que vous avez envie de dire. Et ça permet aussi de se distinguer de ses concurrents, parce qu'on n'a pas l'impression, on pense que tout le monde fait ce que nous on ne fait pas, mais c'est pas vrai. Il y a plein de gens qui ne font pas de vidéos, et si vous l'intégrez, vous êtes partout, là vous allez largement prendre, vous allez prendre un temps d'avance, et vous allez vraiment pouvoir battre vos concurrents, parce que je pense que c'est aussi l'objectif. Ça permet d'augmenter ses ventes. En fait, comme je l'ai mis, il y a différents formats selon l'objectif. Vous pouvez donc présenter un service ou un produit, donc ça suscite l'intérêt, ça donne envie aux gens d'aller par exemple sur votre site internet pour en savoir plus. On ne dit pas tout dans une vidéo. On n'explique pas tout le produit, tout le service forcément dans une vidéo. Il faut aussi donner envie d'aller plus loin, d'aller sur vos autres supports. Les tutoriels et démonstrations, ça va rassurer le prospect. Hyper important quand vous vendez un produit par exemple, de montrer comment il fonctionne. Si jamais c'est réparable directement, montrer comment on fait. Ça rassure le prospect, ça donne une confiance et ça lui donne envie d'acheter chez vous par exemple. Ça c'est hyper important. Et les témoignages clients pour la crédibilité. Quand vous avez 5 témoignages clients sur votre site où les gens disent du bien de vous, vous, premiers utilisateurs, quand vous êtes sur un site et vous voyez ça, vous avez forcément plus envie d'acheter que sur un site où il n'y a pas d'avis, il n'y a pas de notation, il n'y a rien. Donc ça, c'est hyper important. C'est pas toujours évident de récupérer les témoignages clients en vidéo, mais si vous pouvez le faire, il faut vraiment le faire. Et j'ai oublié sur l'autre partie, si par exemple vous avez une boutique e-commerce, maintenant sur les fiches produits, il y a Join Stories qui fait ça. Vous pouvez mettre des stories un petit peu comme sur Instagram sur vos fiches produits. C'est-à-dire que vous montrez votre produit et grâce aux stories, vous pouvez montrer comment il fonctionne. Vous pouvez faire plein de petites vidéos, ça donne un petit peu un style réseaux sociaux. Et c'est hyper bien, ça augmente la conversion. C'est John Story, ça vous intéresse, vous pourrez aller voir. C'est vraiment bien. Ça permet aussi de transmettre le bon message. Parce que la vidéo va permettre de transmettre un message complet. Si vous voulez le faire en texte, c'est très bien le texte, mais ça peut être très très long. Et quelqu'un qui a envie de lire un texte très très long, n'a pas forcément envie. Alors qu'une vidéo, c'est beaucoup plus distrayant. On peut passer un petit peu plus de temps, vous pouvez mettre les mots que vous voulez, vous pouvez vraiment donner de l'intonation et montrer votre personnalité. Ça laisse peu de place à l'incompréhension, par exemple, d'une offre. Vous pouvez tout bien détailler, point par point, et ça, vous pouvez le préparer aussi à l'avance, donc du coup, au moins, il n'y a pas d'incompréhension. Et ça humanise l'entreprise. Les gens vont aussi acheter pour vous, pas uniquement pour vos produits, pas uniquement pour la société, mais pour vous. Donc c'est pour ça que d'être sur différents réseaux comme LinkedIn, même Instagram, vous montrer, raconter votre histoire, c'est hyper important. Ça permet aussi d'améliorer son SEO. Donc on en parlait avec Yasmina tout à l'heure, le texte est très important, parce que du coup il y a les mots-clés que Google va vouloir référencer, mais la vidéo l'est tout autant. YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche le plus utilisé. Vous avez tous été un jour sur YouTube pour rechercher quelque chose que vous n'avez pas forcément trouvé sur Google et vous avez regardé la vidéo. La description sur YouTube, c'est très important parce que si vous allez sur Google, vous tapez quelque chose, vous allez dans l'onglet vidéo, vous allez voir, il y a une liste de vidéos qui va correspondre à votre recherche. Et le but, c'est que vous tombiez dans ces recherches-là, enfin, dans ces résultats. Ça capte l'attention plus longtemps. Vous êtes sur votre site internet, vous avez une vidéo dessus, les gens la regardent, elle dure 2 minutes. La personne passe du temps sur votre site internet, ça c'est top pour l'algo. Google, il adore que les gens passent du temps sur votre site internet. Donc voilà aussi pourquoi c'est hyper important. Et l'utilisation de mots-clés, donc je l'ai dit juste avant, par rapport à YouTube par exemple, où les mots-clés peuvent être référencés par rapport à votre vidéo. Alors, il y a différents formats de vidéo. On voit souvent des formats qui ne sont pas du tout adaptés. Le but, c'est que vous preniez le plus de place à l'écran. Typiquement, le premier format, 16:9, classique, un peu style télé, c'est pour YouTube, pour LinkedIn. Pour YouTube, ce que vous regardez souvent aussi sur l'ordinateur, ou alors vous pouvez tourner votre téléphone. C'est-à-dire que l'image se tourne. Format carré, plutôt Instagram ou LinkedIn. Vous prenez un peu plus de place sur Instagram. Le format 4/5, donc là, vous prenez beaucoup de place dans le fil Instagram. Vous faites une vidéo, le but, c'est de prendre le plus de place, parce que sinon, la personne elle a envie de scroller pour aller sur l'image, enfin sur le post d'en bas. Donc le but, c'est de prendre beaucoup de place. Et après, il y a le format 9/16, donc là, c'est TikTok, Snapchat, Instagram Reels et les YouTube Shorts. Donc là, c'est pareil, vous prenez beaucoup de place à l'écran. Enfin, ça, vous le connaissez, j'imagine. Mais c'est hyper important, selon le réseau social que vous utilisez, de vraiment adapter le format de la vidéo. Tout comme le contenu de la vidéo. On ne met pas forcément la même chose sur YouTube qu'on va mettre sur Instagram ou sur TikTok.
et encore moins sur LinkedIn. Ça va être quelque chose de beaucoup plus professionnel, donc là vraiment on adapte son discours. Donc voilà un petit peu pour la vidéo, les raisons de vraiment l'utiliser, c'est hyper important. Vous pouvez vraiment transmettre votre message, montrer qui vous êtes, présenter vos produits. On a toujours l'impression que ça coûte très très cher, mais après c'est pas forcément vrai, il faut vous rapprocher des différents professionnels. Et puis quand vous avez déjà par exemple une plateforme de marque qui est déjà établie, ça enlève beaucoup de travail au vidéaste qui va pouvoir adapter votre vidéo à ce que vous avez déjà, alors que si vous lui arrivez et vous lui donnez quelque chose et vous lui dites bon bah je veux ça, maintenant débrouille-toi, bah lui va devoir l'adapter à votre entreprise. Ça va prendre plus de temps, donc il va facturer plus cher. Donc au final, on a l'impression que travailler avec beaucoup de gens, ça fait dépenser beaucoup d'argent, mais c'est pas vrai. Vous y gagnez vraiment à terme. Je vais juste, Julien, je reviens sur les différents formats de vidéo. Ouais. En l'occurrence, effectivement, ce sont des formats différents, mais on peut avoir un contenu identique qui peut être du coup adapté en fonction justement du canal, notamment d'un réseau social. Tu peux développer un peu ça ? Oui, alors nous par exemple, dans nos forfaits, on fait toujours un format 16/9, un format carré et un format 9/16. C'est-à-dire que d'office, la vidéo elle va être tournée assez large, on va dire en 16/9, pour pouvoir après l'adapter sur les réseaux. Après, on va aussi changer des fois le montage par rapport au réseau social qu'on va utiliser. Par exemple, TikTok, je pense qu'il y a des gens qui sont sur TikTok, c'est très rapide, il faut qu'il y ait un hook hyper important au début. Un hook ? Alors un hook, c'est ce qui va vous accrocher. C'est-à-dire que si vous dites simplement voilà, je vais vous présenter quelque chose, bon bah les gens vont s'en aller. Par contre, si tout de suite vous montrez quelque chose qui tape à l'œil et qui impressionne, bah, les gens vont rester sur la vidéo et puis ils vont rester. Donc selon le canal, on n'a pas forcément le même montage, mais effectivement, nous on duplique tout le temps chaque vidéo en 3 formats pour que le client puisse la poster où est-ce qu'il veut. Donc ça veut dire que, admettons, on travaille sur une vidéo un petit peu longue. En fonction du canal, on pourra imaginer d'en extraire que des petits instants, de la déployer, de la dupliquer, donc de l'exploiter de manière différente en fonction de l'objectif, du message, etc. Exactement. Sur YouTube, on va pouvoir se permettre d'avoir du format long. Vous allez sur YouTube pour regarder des vidéos un petit peu plus longues. Quand vous êtes sur TikTok, sur Instagram, vous voulez quelque chose de rapide. Donc des fois, quand vous avez une vidéo qui dure 2 minutes, eh ben, autant la découper en 10 petites vidéos, par exemple, faire 10 petits réels, au moins on va vous voir beaucoup, et comme ça, au moins, vous êtes vraiment rentré dans la tête des gens. Et on va montrer vraiment un morceau, un message. De toute façon, c'est une vidéo, un message. Mais des fois, plutôt que de mettre par exemple un budget dans une grosse vidéo, qui va coûter très cher, et on va voir une fois, mais sur une superbe vidéo, vaut mieux le découper et faire plein de petites vidéos. Et comme ça, en fait, vous bombardez. Vous allez être partout, on va vous voir partout. Et c'est là que c'est important, parce qu'on voit qu'au bout de 7 fois, on se rappelle de vous. Donc du coup, vaut mieux vraiment envoyer un max. Et puis là, vraiment, vous allez être vraiment visible. Mais c'est hyper important après de faire de la qualité. Après, il y a différents réseaux comme TikTok où bon, on a moins besoin d'avoir de la grosse production. Vous pouvez même les faire vous-même. Vraiment, il y a d'autres canaux où vraiment là, faut vraiment avoir de la qualité professionnelle, quoi. Et il y a aussi un truc, c'est que la vidéo, parfois, ça vous invite à être devant la caméra, ce qui n'est pas toujours évident. Et en même temps, une réalité, c'est que souvent, on s'attache aussi à une marque parce qu'on s'attache à une personne. Enfin, il y a quelqu'un. On a des entrepreneurs assez marquants. Enfin, le premier qui me vient en tête, ça va être Steve Jobs, par rapport à Apple, qui a effectivement convoyé. Enfin voilà, même s'il est décédé, mais en l'occurrence, on l'a en tête. Bon, je suis pas Steve Jobs. J'ai souvent peur, moi, de passer derrière, d'être face à la caméra. Et en même temps, en essayant, en l'occurrence, la peur s'évade. Donc, un des trucs, c'est essayer déjà, tester, se forcer, prendre plaisir. Il faut essayer. En fait, quand vous allez être devant votre caméra, par exemple, vous allez vous filmer, ou même si... Enfin, nous, ça nous arrive parfois quand on fait des interviews. Les personnes ne sont pas très à l'aise. Ils se disent, mais ça va être une catastrophe ce que je vais faire. Mais avec le montage, en fait, tellement c'est monté, bah, quand vous allez vous voir, vous dire, ah, finalement, c'est bien. Et une fois que vous l'avez fait une fois, après, vous allez vouloir le faire plein de fois,
parce que vous avez passé cette étape. Mais c'est hyper important de le faire, parce que comme disait Yasmina, et je le disais tout à l'heure aussi, on s'attache à une personne et à ses valeurs, et du coup on va adhérer à la marque. Il y a plein de gens comme ça. On prend Justine Hutto de Respire par exemple. Elle s'est montrée beaucoup. Et aujourd'hui, les gens connaissent tout Justine Hutto pour Respire. Les gens achètent plus pour elle que pour Respire. Il y a plein d'exemples comme ça. Mais c'est hyper important. Si vraiment vous lancez votre entreprise, montrez-vous, faites des vidéos. Et si vous avez besoin, faites appel à des professionnels, on vous guidera, on vous accompagnera. Il n'y a pas de souci à se faire. Si les autres l'ont fait, vous allez en être capable. On en est tous capables. Mais franchement, c'est vraiment hyper important. Et si jamais vous n'osez pas trop vous montrer, vous pouvez le faire, vous montrer ou en tout cas apparaître aux côtés de vos partenaires, de vos clients, de vos équipes. Vous n'êtes pas non plus forcément tout seul face cam. Et ça revient aussi à l'idée que la vidéo, elle peut aussi, ou les photos, ou même les contenus de manière générale en termes de communication, il y a plusieurs possibilités. Quand on parle de personal branding ou de marque personnelle, notamment sur LinkedIn, pour être présent sur LinkedIn, on peut proposer de la vidéo, on peut proposer des photos, on peut proposer du texte. Sur LinkedIn, par exemple, pour y être présent, on n'est pas non plus obligé de faire des selfies. Ça va. Il y a plein de champs de possibles et d'exploration en termes de communication. Effectivement, on aurait tendance à dire que vous montrer, c'est plutôt bénéfique, mais on a le droit aussi d'agir et de fonctionner autrement et de ne pas être en mode selfie. Si ça ne vous convient pas, il faut que ça vous convienne. La communication, c'est aussi vous qui parlez. On peut accompagner, et notamment apprendre dans la prise de confiance. Et en tout cas, effectivement, il y a plein de champs possibles d'exploration et d'expression. Donc, selfie, oui, pourquoi pas. Et pas selfie, oui, pourquoi pas aussi. Voilà. Oui, c'est ça. Après, on n'est pas obligé de montrer tout le temps son visage. Même si vous vendez un produit, vous pouvez très bien filmer votre produit, parler en voix off. Ça humanise, ça donne du dynamisme. Mais ça reste de la vidéo. Après, c'est pas toujours forcément du face cam, mais de montrer les choses vraiment comme les yeux des personnes vont les voir, c'est hyper important. Donc après, voilà, chacun faut adapter selon son domaine aussi, selon les conseils aussi de l'accompagnement qu'on a pu avoir précédemment. Donc après, c'est un peu à chacun de voir, mais c'est vraiment important de passer par cette étape-là. Il est 10h, ce que je vous propose, il est 9h58. Donc le tempo est pas mal. Ce que je vous propose, c'est du coup un temps de questions-réponses. On peut du coup s'accorder. On va voir en fonction de vos questions qui sera comment on va répondre et comment on va se partager. Alors. Bonjour. Alors moi j'ai plus une question concernant LinkedIn. Quelle est la durée moyenne d'une vidéo conseillée en fait, et à partir de combien de secondes l'internaute décroche? Alors ça dépend aussi de ce que je disais de votre hook. C'est comment vous allez accrocher la personne. Si on commence vraiment de manière très exponentielle, les gens vont partir assez vite. Par contre, si on les accroche tout de suite par quelque chose de très dynamique, ils vont rester. Alors après, au niveau de la durée, évitez de dépasser 1 minute. Je trouve que c'est plus court c'est, plus c'est concis, plus c'est direct, mieux c'est. Mais ouais, il faut éviter quand même dépasser l'1 minute. Après, ça dépend de votre vidéo. Si c'est vraiment quelque chose qui est très dynamique pendant 2 minutes, les gens vont vraiment rester parce que vous leur donnez beaucoup de valeur, vous leur donnez beaucoup d'infos. Ça dépend un petit peu du message que vous transmettez. Mais 1 minute, c'est bien. Franchement, 1 minute, c'est bien. Mais avec vraiment une accroche au début qui est très pertinente et très, très percutante. Et ça marche pour tous les réseaux, ça. J'ai encore une autre question du coup. D'après l'algorithme LinkedIn, il préfère le carrousel à la vidéo. Donc vous êtes OK avec ça ou, parce que je trouve que la vidéo c'est quand même assez qualitatif par rapport au carrousel, quoi. Alors le problème de LinkedIn, c'est que ça change à peu près tout le temps. Un coup ils adorent le carrousel en PDF, après ils adorent la vidéo, après ils vont adorer le carrousel vidéo, puis après ils vont vous proposer une vidéo en photo de profil, et après ils l'enlèvent. En fait, il faut tester. Il faut essayer. Surtout LinkedIn, ce qui est important, c'est la régularité.
Si vous mettez une super vidéo, un super carrousel et que vous revenez qu'un mois plus tard, ça n'aura pas grand intérêt. Par contre, si vous postez tous les jours du contenu à valeur, de la vidéo, vous pouvez mettre une vidéo par semaine, par exemple, c'est très bien. Oui, il faut les produire après. Mais, Je ne suis pas dans la com. Hein. mais c'est la régularité. Non, mais après, il y a des professionnels pour ça, justement. Après, on vous aide, on vous fait des capsules de 10, 20, 30 vidéos, et après, vous postez vraiment comme vous le souhaitez. Mais après, il faut tester. Sur LinkedIn, il faut tester. Le contenu, des fois, juste textuel, ça marche mieux qu'une vidéo. Des fois, la vidéo va marcher mieux. Ça dépend. Faut tester, et puis après, on adapte. Merci. Oui. Bonjour. Je voudrais savoir également si ça peut être intéressant de réaliser des podcasts avec juste le son. Qu'est-ce que vous pensez de cet outil? Comment est-ce qu'il peut être... Est-ce que ça peut être vraiment utile et pertinent? C'est très très pertinent le podcast. Le podcast, justement, ça dure un petit peu plus longtemps, ça vous permet de dire plus de choses. Alors soit vous êtes toute seule, soit vous êtes accompagné, vous interviewez, vous avez vraiment un échange avec quelqu'un. Mais le podcast, c'est hyper pertinent. Nous, on en fait depuis quelques mois, justement, parce qu'on a vraiment compris l'intérêt et l'importance. Mais clairement, le podcast, c'est hyper important, même sur votre site internet. Vous pouvez très bien faire un podcast où vous expliquez votre service. Il y avait une marque de thé, alors j'ai plus le nom. Ils avaient fait ça, ils avaient mis un podcast, et ils ont vu leur vente vraiment augmenter. Donc ça démontrait la pertinence du podcast, que des fois, on préfère écouter quelque chose en fond en faisant quelque chose d'autre en même temps. D'où l'image ne sert pas. Mais oui, c'est très pertinent. Je vais rebondir. Effectivement, le podcast, ça peut être un bel outil de communication pour vous. Ça va dépendre effectivement de votre métier, de votre cible. Est-ce que ceux que vous souhaitez viser sont plutôt adeptes du podcast? Ça fait partie aussi des usages ou des sujets, en tout cas, de réflexion. Parce que réaliser, produire, diffuser un podcast, réussir à être régulier, c'est aussi un gros challenge. Et réussir à l'être aussi dans le temps. Donc c'est un peu comme les newsletters, par exemple. Pourquoi pas? Le premier point à évaluer, c'est les moyens humains, techniques, financiers et calendaires. Est-ce que ça rentre? Est-ce que l'effort, le travail que ça demande a priori, parce que parfois c'est aussi, ça fait partie des paris, de se dire allez, on sent que ça va le faire, mais des fois il faut tester, vérifier. Donc effectivement le podcast c'est en vogue, mais c'est un gros travail aussi derrière. Donc est-ce que c'est prioritaire et comment on jalonne par rapport à toutes ces actions de communication qu'on souhaite mener? Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on va partout? Est-ce qu'on va juste au moins explorer et pousser et valider un des axes et se donner aussi un peu de temps? Parce que c'est pas parce qu'on fait par exemple un podcast, une newsletter qui fait un peu flop au début que ça va pas marcher demain. Donc des fois il y a aussi cet effort-là et cette démarche active d'accepter que ça fonctionne peut-être pas tout de suite, mais qu'on a des grands projets pour notre boîte et qu'il y a aussi des possibilités. Juste un petit complément. Justement, quelle serait la durée, la bonne durée en fait pour un podcast? Il y a des règles ou pas spécialement? C'est très variable là Ouais, aussi. Comme disait Yasmina, ça dépend de ce que vous voulez transmettre. Il y a des podcasts qui durent 30 minutes. Prenez aux États-Unis, les meilleurs podcasts, ils durent, je crois, c'est 5 à 7 minutes. Alors que chez nous, les podcasts, ça dure 2 heures, ça dure parfois 4 heures. Ça dépend. Si vous avez des choses à dire, ça peut durer longtemps si vraiment vous tenez en haleine l'auditeur. Par contre, si c'est vraiment pour meubler pendant 1 heure, parce qu'on se dit qu'un podcast ça dure 1 heure, pas trop d'intérêt. Vaut mieux qu'il soit court, mais qu'il soit vraiment intéressant. Ça c'est pareil, ça dépend de votre industrie, ça dépend de ce que vous faites, du message. Ça, après, il faut se renseigner. C'est justement une fois que vous avez vraiment votre positionnement, votre marque, le message que vous devez transmettre. Là, après, on peut vraiment affiner et se dire, ok, le bon format, c'est celui-ci, et on va travailler comme ça, quoi. Merci beaucoup. De rien. Bonjour, moi je voulais savoir quel conseil vous donnez pour au final rendre une vidéo virale, mis à part le hook
qu'il y a au début, s'il faut utiliser des hashtags, tout ça, parce que je sais que c'est pas facile de rendre une vidéo virale connue. Faut danser. Non, je rigole. Ouais, alors il y a plusieurs, il y a plusieurs manières à cela. C'est donc d'avoir un hook, d'avoir une partie un petit peu introduction, d'avoir un climax, là où c'est vraiment en fait la résolution, enfin ce qui va se passer. Et puis après ça redescend et puis on termine un petit peu la vidéo. Après en termes de hashtag, j'ai plus l'impression que ça soit si, tu sauras peut-être mieux que moi, mais Vous pensez à un canal en particulier vous avez- Ça peut être TikTok, Instagram, tout ça. Enfin, les réseaux sociaux actuels, on va dire. ouais, bah c'est ça. Après TikTok, il faut que ce soit court, il faut que ça aille vite. Il faut que vraiment qu'il y ait vraiment on va dire une intro avec un problème, vraiment un climax où là par contre soit on résout le problème ou vraiment on donne la solution et puis après ça redescend et puis là ça se termine. C'est ce que vous voyez un petit peu, analyser un petit peu les TikTok que vous regardez le plus. C'est un petit peu ça, ils vont vous expliquer au début et puis en fait on attend parce que des fois c'est bien de mettre en fait presque la résolution au tout début pour qu'on se dise mais comment on en est arrivé là. Et en fait les gens vont regarder comment ils en arrivent là. Après nous c'est plus et c'est en termes de montage de notre côté c'est toujours très très dynamique. Faut pas qu'il y ait de blanc. Faut que ça envoie quoi. En fait, ça me fait penser à, en copywriting, conception, rédaction, plutôt sur du texte, par exemple, enfin de C'est l'éditorial, le storytelling, où il y a plusieurs méthodes. Hier, je partageais une méthode qu'on appelle la méthode AIDA, A-I-D-A, avec un S, attirer l'attention, susciter l'intérêt, éveiller le désir, inviter à l'action. Et le S, c'est pour la satisfaction, fidélisation. Et quand on parle de cette méthode AIDA, par exemple, l'idée, c'est effectivement attirer l'attention, le fameux hook, l'appel, enfin voilà, susciter l'intérêt, éveiller la curiosité, etc. Donc ça peut faire partie d'un déroulé. Est-ce que la vidéo à laquelle tu penses suit un peu ce chemin? Est-ce que du coup... Et puis, ça, c'est une méthode. En fait, il y en a plein. On peut utiliser la technique de l'entonnoir inversé, donc... je peux pas faire avec mes... Pas comme ça. Où du coup, on a une accroche et après, on va plus profondément dans le sujet. Ou au contraire, effectivement, à l'inverse, est-ce qu'on est plutôt... on élargit et puis après, on vient affiner. Il y a la méthode PASS, problème, action, solution. Il y a plein de méthodologies. Et effectivement, c'est parfois soit on se fait accompagner parce que voilà, soit on teste et on apprend. Ouais, faut tester. Et puis effectivement, en fait, ça dépend souvent aussi de à qui tu parles, quel message t'as, enfin le quoi, à qui. C'est pas. On peut répondre effectivement de manière un peu théorique, mais je sais pas. Sans doute, as-tu déjà des idées? Non, pas encore. Alors le collaboratif et l'intelligence collective, il n'y a rien de mieux. Mais voilà, tester, essayer. Et prendre le temps aussi des feedbacks, de demander, en tout cas, comment c'est perçu, etc. Par contre, les feedbacks, on peut demander à notre mère, à notre oncle, à notre frère, à notre cousin. Et aussi, en tout cas, surtout, essayer d'aller poser des questions à ceux à qui on souhaite s'adresser. Et toujours être dans cette démarche d'enquête terrain, de validation, d'inspiration aussi. Il y a des choses qui marchent chez certains et on a envie de dupliquer. Et puis parfois, oser aussi faire un pas de côté et faire un peu autrement, ça peut vous correspondre. Ça, c'est aussi une réalité. Il y a une question par ici. Bonjour, merci beaucoup, c'était super intéressant. Déjà pour répondre à la demoiselle qui demandait sur comment ça marche les réseaux, comment on peut percer entre guillemets, moi ce que j'ai constaté récemment c'est les posts en collaboration avec des marques, avec des influenceurs, avec d'autres gens qui font la même chose que nous ou pas du tout. Et aussi les identifications des lieux et l'authenticité surtout. Parce que c'est bien de vouloir vendre un produit, mais il y a aussi parler de soi. C'est bête à dire, mais les gens s'intéressent beaucoup à qui on est, malgré qu'on vende un produit. Donc il y a ça. Et du coup, j'avais aussi une question. On
pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui, notamment des entreprises qui sont plus anciennes, enfin qui sont plus de la génération de nos parents, c'est compliqué de se mettre à la vidéo, c'est compliqué de se mettre en avant sur les réseaux sociaux, c'est vraiment un exercice et eux, ils sont pas prêts pour ça. Pour eux, c'est plutôt l'ère du papier, l'ère du journal, de la presse, etc. Et nous, on est là aussi en tant qu'enfants et aussi en tant que personnes de cette nouvelle génération pour leur apporter ces nouveaux outils de communication. Mais pour eux, quel va être le critère de choix pour choisir un bon photographe, un bon vidéaste, un bon community manager? Vous accompagnez vos parents sur leur développement d'entreprise? Oui, et c'est très Ok. compliqué. Ok. Souvent, c'est quand même aussi une question de personne. Alors, je pense à plusieurs choses. Donc, effectivement, rencontrer, leur proposer, donc effectivement identifier. Donc, c'est pour ça qu'on communique aussi. En fait, c'est déjà pour se faire repérer en tant que photographe, prestataire, voilà, conseil, agence. Déjà, on utilise la com. Ok. Donc, vous nous contactez, vous nous parlez du projet, on rencontre vos parents. Par contre, je vais juste apporter un point de vigilance. Parfois, quand on sollicite un prestataire, on a identifié notre problème. On l'exprime. Et en fait, le problème, parfois, c'est pas celui-là. Donc nous, en tant que conseil aussi, on aide à reformuler pour bien saisir le besoin et éventuellement détecter aussi d'autres axes pour répondre en tout cas à des objectifs de vente, hein, puisque on est tous entrepreneurs, entrepreneuses, et on a pour objectif aussi de développer, déployer des services, enfin des actions au service des personnes, mais donc c'est vendre. Donc, rencontrer, mais une petite alerte. Ne sursollicitez pas plein de prestataires, parce que plus on en sollicite, plus c'est compliqué de choisir. Et si vous-même êtes prestataire, communicant possiblement, ou bref, ça nous demande aussi du temps de venir à votre rencontre. Donc, avoir conscience de la valeur du travail, c'est aussi important. Et souvent, on se dit rencontrer 3 personnes maximum. Pour peut-être comparer, mais ça se trouve, ça va matcher direct avec une seule personne. Et puis, il y a aussi la recommandation. Moi, j'aime bien travailler, par exemple, quand je constitue des équipes, photographes, vidéastes, rédacteurs, web designers, web développeurs. C'est souvent aussi une question d'affinité, de secteur de prédilection. Peut-être que certains sont plus à l'aise sur des sujets, donc vont être plus à même d'apporter leur expertise sur ce domaine ou ce secteur ou cette manière de communiquer. Il n'y a pas que le prix. Vous pouvez avoir des prix bas, mais un accompagnement qui n'est pas à la hauteur. Donc, c'est pas forcément un critère. Moi, du coup, quand j'accompagne des entreprises pour sélectionner justement aussi des prestataires partenaires, j'ai une grille en fait d'évaluation qui intègre le prix, mais aussi la compréhension de la problématique, la méthodologie. Donc, il y a des points aussi de sélection qui ne sont pas que de l'ordre du tarif. Pour préciser un petit peu, nous on est souvent sujet à ça. Souvent sujet à ça parce que y a des personnes des fois qui ont des super idées, mais ils les ont à 55, 60 ans et puis ils veulent en parler, mais ils savent pas trop, ils font de la presse papier, alors c'est très bien. Mais nous après l'idée, c'est pour ça aussi je parlais des témoignages tout à l'heure, c'est quand vous avez votre cible, vos différentes cibles, c'est hyper important d'avoir un témoignage par cible par exemple. Donc si vous arrivez à convaincre quelqu'un qu'il a vraiment besoin de vidéos, par exemple, et qu'il a une 60aine d'années, qu'il n'est pas du tout, qu'il est vraiment freiné par l'idée de faire de la vidéo, avoir son témoignage pour rassurer les personnes d'après, ça c'est hyper important. Ça peut être super bien. Et après, comme disait Yasmina, c'est de prendre le temps de rencontrer les gens, leur expliquer le pourquoi du comment, comment on va le faire, pourquoi on va le faire, de la manière qu'on va les accompagner. Et puis après, généralement, voilà, faut donner confiance, parce que c'est aussi, comme je disais tout à l'heure, on bosse avec la personne et pas que avec eux. Parce que des vidéastes, il y en a plein, mais peut-être un vidéaste sympa qui va comprendre la personne, il y en a peut-être moins, je ne sais pas. Mais c'est important de rencontrer les gens et de gagner la confiance de ces personnes-là, de la conserver surtout, c'est hyper important. Et puis voilà, puis après ça roule, on va dire. Peut-être que ça sera vous sur la vidéo et qu'en fait, ils vont vous pousser devant. Je crois que c'est déjà le cas. Les vidéastes.
On va pouvoir reprendre une question, je pense, Ouais. si quelqu'un en a une. Et puis après, on va devoir rendre l'antenne. Bonjour. Bonjour. Du coup, je suis en train de faire une reprise d'entreprise avec le prévisionnel. J'ai pas franchement noté le pôle communication. Je voulais savoir quel budget en pourcentage on peut allouer à un chiffre d'affaires, par exemple. Je recommence, je refais une question avec une réponse compliquée. Ah là là, pour finir, Comme merci, hier. c'est super. On change pas. On répondra, ça dépend, comme à chaque fois. Ouais, ça dépend. En fait, oui, clairement, n'oubliez pas une ligne budget communication dans votre prévisionnel. Je ne sais pas si vous êtes accompagné sur ces sujets-là. Donc vos conseillers sur ces points financiers vont, par rapport à votre budget prévisionnel, votre chiffre d'affaires prévisionnel, votre cible et votre secteur aussi. En fait, si vous êtes agriculteur, que vous reprenez une exploitation dans le fin fond de la Bretagne, peut-être que vous n'aurez pas besoin d'être sur Facebook, d'avoir sur TikTok ou que sais-je, d'avoir voilà. Quoique, il y a des trucs qui peuvent être sympas, mais c'est sûr qu'en fait, en fonction de votre secteur d'activité, de votre cible, il y a tellement de points à avoir en tête que ce que j'aurais plutôt envie de vous dire, c'est effectivement de prendre le temps avec votre conseiller sur ces sujets financiers, d'évaluer, ce sont eux les meilleurs placés. Et puis, en fait, on va avoir Enfin, moi, j'ai des profils d'entrepreneurs, d'entrepreneuses et d'entrepreneurs accompagnés qui ont effectivement, qui sont très sensibles à la com, qui ont besoin de un environnement hyper concurrentiel où du coup, il va falloir dédier un budget communication plus conséquent parce qu'eux, ils vont être sur un rayonnement beaucoup plus large que de l'extra local, parce que du coup, enfin, il y a trop, c'est difficile de répondre à votre question. Elle est magnifique pour une fin. Merci. Non, mais véritablement, en tout cas, cette ligne budgétaire dédiée à la communication, ne l'oubliez pas, parce que de toute façon, elle va vous rattraper. Après, il y a le côté budget, on va dire, fixe au lancement. S'il faut créer un site internet, des photos pour le site internet, des vidéos, un accompagnement. Après, il y a toute la partie variable qui pourra être justement être dans la presse, faire de la pub, sur les réseaux sociaux, choses comme ça. Donc ouais, c'est un peu compliqué. Après, il y a des minimums, je pense. Après, en réalité, si par exemple on échangeait posément, je pourrais vous peut-être évaluer grossièrement. Ça, c'est possible. Mais ça demande un peu de temps de réflexion. On vous remercie pour Merci à tous. votre attention.